Mon invité aujourd'hui pour ce podcast, c'est Anne Niva, qui vient juste de publier La haine et le déni aux éditions Flammarion, avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre. Tu rends, Anne, hommage dans ce livre, en l'ouverture de ce livre, à deux personnes. Un que les Français ne connaissent pas, Oui, Oleg, un Ukrainien que tu avais rencontré, y compris sur le sous la terrain. Tour Eiffel Oui, quand tu es venu à Paris, surprise. Et à Hélène Carrère d'Encausse, donc deux personnes différentes. Est-ce que tu peux en peut-être dire un nous mot. expliquer pourquoi? Oui, ben, Oleg, officier du service d'enseignement ukrainien, qui m'a beaucoup aidé sur le terrain en Ukraine, parce que je le dis et je le répète, nous, les journalistes, nous ne sommes rien sur le terrain sans nos sources, puisque par définition, je n'écris pas de romans. Donc j'ai besoin de sources, j'ai besoin que les gens me parlent. Et donc Oleg était l'un d'entre eux. Il est mort tué par des tirs d'artillerie russes. Et il m'a beaucoup aidé sur le terrain, il m'a donné beaucoup d'informations, il m'a beaucoup parlé du fait qu'il se sentait lâché par les Européens, qui, selon lui, n'avaient pas respecté le mémorandum de Budapest de 1994 suite à la dislocation de l'URSS, le fait que l'Ukraine rende ses armes nucléaires à la Russie et qu'en échange, elle pensait qu'elle serait protégée par les États-Unis, la France, la Russie, etc. Enfin bon, bref, ça, il m'en a beaucoup parlé. Et la deuxième personne à qui je rends hommage, à qui je dédie ce livre, c'est Hélène Carrère d'Encausse, qui également nous a quittés et qui était ma directrice de thèse dont j'admire jusqu'à aujourd'hui la ténacité, la capacité à expliquer la complexe histoire russe, puisque voilà, elle a été ma prof à Sciences Po avant d'être ma directrice de thèse. Alors, tu écris dès l'ouverture du livre l'absence de prise de parti qui était un atout, voire une obligation professionnelle auparavant, devient presque un handicap dans le métier de journaliste. Oui, j'ai voulu dès le départ dans ce livre souligner le fait qu'aujourd'hui on est dans un moment où tout le monde prend parti. C'est-à-dire il faut être ou pour ou contre. Et les premières pages pour moi de ce livre, c'est essentiel, c'est de dire que voilà, clairement pour moi, la Russie a envahi l'Ukraine, mais moi je ne suis pas là pour dénoncer, pour prendre parti. Je ne suis pas une militante, je suis là pour documenter. Donc pas militer, mais documenter. Il me semble que c'est ça pour moi, rester à sa place, à la place que j'aime, qui est celle où j'ai fait toute ma carrière, c'est-à-dire de journaliste. Alors peut-être que ce livre, on se l'arracherait plus, même si il se vend très bien pour le moment en tout cas, s'il prenait parti, mais il ne prend pas parti. Justement, je suis tellement obsédée par la réalité et par cette absence de prise de parti que je l'ai construit dans une alternance de chapitres. Un premier en Ukraine, un second en Russie, un deuxième en Ukraine, un troisième en Russie, sur le terrain, comme pour que mon lecteur se rende compte véritablement de ce que c'est que cet affrontement finalement entre ces deux belligérants. Moi, j'ai fait une plongée dans les deux populations, le peuple ukrainien et le peuple russe. Tu as fait ta thèse sur la Russie, sans parler de tes antécédents familiaux qui te conduisent, vu ton père, à bien connaître cela. Mon père et ma mère, Et bon, les deux. mais aussi, tu as fait beaucoup de terrain, notamment quand même la guerre de Tchétchénie, où il y avait peu de journalistes, et encore moins de femmes journalistes qui allaient sur place. Donc, tu mêles un peu une approche à la fois scientifique et d'investigation. Et donc, quand tu parles de Poutine, tu dis dès le départ, il n'est pas irrationnel, mais il vit dans son monde. Oui, effectivement, on a beaucoup glosé sur la possibilité que Vladimir Poutine soit fou. Pour moi, il n'est pas du tout fou. D'abord, dire de quelqu'un qu'il est fou, bon, soit c'est vrai, d'accord, certes, soit c'est faux, et c'est-à-dire, en fait, on excuse ses actes et ses façons de penser par le fait qu'il serait fou. Non, Vladimir Poutine n'est pas fou, jusqu'à preuve du contraire. Il est obsédé par certains principes, certaines valeurs qu'il estime, qu'il défend, lui, pour son propre pays, et il reste enfermé dans son monde. Il entraîne, bien sûr, il essaye d'entraîner la majeure partie de sa population derrière lui, et pour avoir quand même depuis longtemps sillonné la Russie, il reste une majorité de Russes, bien sûr, ça dépend des classes d'âge, de plus en plus, qui soutient Vladimir Poutine, c'est-à-dire qui partagent la vision du monde de Vladimir Poutine. C'est-à-dire que Vladimir Poutine est, selon eux, l'homme qui a redonné de la puissance à la Russie après
le grand traumatisme, on ne le souligne jamais assez, qu'a été la dislocation de l'URSS en 1991, et ces années qui sont quand même, aujourd'hui on s'en souvient comme des années d'immense liberté en Russie, le début des années post-soviétiques, mais qui pour les Russes sont également... L'effondrement, Voilà, c'est l'effondrement, c'est le chaos économique, le chaos social, le chaos moral, sécuritaire, absolument. Donc Vladimir Poutine est arrivé presque à point nommé, sur son cheval blanc, j'allais dire, en sauveur, entre guillemets, de la Russie. Je schématise, mais c'est en tout cas comme ça qu'il veut être perçu par les Russes. Et puis on dit beaucoup en France maintenant que dès son arrivée au pouvoir, il voulait partir à l'assaut de l'Europe, qu'il avait un discours anti-occidental. Tu rappelles quand même qu'au départ, il avait insufflé une direction perçue comme pro-occidentale lorsqu'il arrive au pouvoir, mais y compris, tu l'écris en 2012, lorsqu'il a revenu à la présidence après l'intermède Medvedev. Oui, effectivement, Vladimir Poutine n'a pas, dès le départ, été l'homme qu'il nous montre être aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a mûri, ceci dit, il a le temps de mûrir, puisque ça fait 23 ans qu'il est au pouvoir. Donc, les bêtises, j'allais dire, qu'il disait il y a plus de 20 ans, en matière de déclaration, de rhétorique, il ne les dit plus aujourd'hui. Maintenant, il fait, entre guillemets, des bêtises. Mais, par exemple, quand il disait les terroristes, on ira les buter jusque dans les chiottes, évidemment, il sous-entendait les terroristes tchétchènes, puisque là, c'était au début de son arrivée, c'est-à-dire en 1999, 2000. Mais ce genre de parole, qui est en russe, avec des mots employés très forts, qui sont des mots de la pègre, qui ne sont pas employés par le russe moyen, ça sous-entend des tas de choses, et c'est vraiment un langage de puissance. Aujourd'hui, il ne parle plus comme ça, mais il fait la guerre en Ukraine. Il a envahi l'Ukraine. Donc il a mûri, il a essayé de se faire accepter par les grands États occidentaux. Il y est d'ailleurs quand même presque parvenu. On l'a oublié, puisque aujourd'hui tout le monde a honte de se rappeler de ces années-là, de ces années quand tout le monde, y compris les grands journalistes d'aujourd'hui, qui aujourd'hui sont tout à fait anti-russes, se précipitaient au club de Valdaï. Ils étaient tous invités par Vladimir Poutine, etc. Et bien aujourd'hui, c'est l'inverse. La Russie est devenue le paria. Mais Vladimir Poutine est toujours au pouvoir. Vladimir Poutine qui, comme je le rappelle dans un de mes chapitres, se voit lui-même, il l'a dit il y a longtemps, mais ça m'avait marqué, comme le serpent K. Le serpent K dans le livre de la jungle, avec Mowgli. Celui qui endort... Oui, c'est ça, en hypnotisant son partenaire, son interlocuteur. Donc voilà comment Vladimir Poutine se perçoit, comme le serpent K. Et je crois que était-ce le président Bush qui avait dit qu'il avait lu... dans son âme. Oui, en regardant Vladimir Poutine dans les yeux, il avait vu les tréfonds de son âme. Alors, tu rappelles aussi, enfin, tu dis que, bon, pour les citoyens russes, contrairement à ce que dit Poutine, personne ne peut trouver la situation agréable. Oui. Tu allais beaucoup en Russie et tu ne te contentes pas d'aller à Moscou. Voilà, c'est ça. Moi, je passe mon temps, et le résultat est dans ce livre, à sillonner la Russie, donc dans ses moindres recoins, pour essayer de me rendre compte de ce que pensent les Russes. Et j'ai fait la même chose côté ukrainien. Ce qui m'intéresse, c'est pas seulement l'avant, le front, mais c'est également l'arrière, des deux côtés. Et Vladimir Poutine ne parle pas encore de guerre, alors que Dimitri Peskov, son porte-parole, depuis peu de temps, a employé le terme depuis la veille du 22 mars, c'est-à-dire de l'attentat terroriste. Bon, c'est sans doute évidemment une coïncidence, mais il a parlé de guerre pour définir ce qui se passait. Tandis que Vladimir Poutine, lui, il évite tout terme, il dit « ça ». En russe, pronom démonstratif, ça n'est pas agréable. C'est assez marquant de la part d'un président quand même, le fait d'éviter à ce point ce mot-là. Effectivement, pour les Russes, la guerre, parce que les Russes, eux, dans la population, n'ont pas peur d'employer le mot, cette guerre est loin d'être agréable, c'est-à-dire qu'elle a des conséquences pour tout le monde. Il n'y a pas un Russe aujourd'hui qui n'a pas dans sa vie concrètement de tous les jours des conséquences de la guerre. Un jeune Russe aujourd'hui ne peut pas envisager les 5-10 années à venir avec sérénité,
puisqu'il ne sait pas quels vont être les rapports de son pays avec les pays occidentaux. Est-ce qu'il va pouvoir aller en Europe comme il en avait envie? Est-ce qu'il va pouvoir étudier en Europe ou aux États-Unis? Ça semble pas du tout faisable pour le moment. Il y a quand même la menace pour beaucoup de Russes qui pèse du fait que même si la guerre n'est pas pardon, concrètement présente sur le sol russe, à l'exception de Belgorod, d'où je reviens, on pourra en reparler, un sentiment de guerre qui pèse sur tout le pays. Euh, C'est-à-dire que les Russes aujourd'hui ne, ne se rendent bien compte que cette guerre, ils ne sont pas en train de la gagner. Ils ne sont pas en train de la gagner. Et ça, c'est quelque chose qui pèse dans les rapports humains en Russie aujourd'hui. Parce que ça suscite de la colère. De la colère et du ressentiment. Mais tu cites un de tes contacts qui dit, cette guerre, si on ne la gagne pas, on va devenir l'esclave de l'Occident. Donc la communication de Poutine de dire que la Russie est attaquée par l'Occident global, ça marche. Oui, mais évidemment, là, tu cites quelqu'un qui est effectivement pro-Poutine et pro-guerre. Mais j'en ai un peu assez qu'on dise la propagande marche. Effectivement, elle marche, mais elle marche aussi parce que beaucoup de Russes pensent comme cela. C'est-à-dire, ils ne sont pas forcés par la propagande. Oui, enfin, disons que la communication rejoint, en exactement, phase, la communication qui, en Russie, s'apparente plutôt à de la propagande, est en phase, et c'est bien là, disons, son exploit. Elle est en phase, et c'est bien ça qu'a ressenti Vladimir Poutine depuis un certain temps. Vladimir Poutine, il a tous les défauts du monde, certes, mais il est quelqu'un qui arrive assez finement à ressentir là où en est son propre peuple. Et il sent bien que ces arguments-là fonctionnent. Il sent bien que mettre en avant la puissance renouvelée de la Russie par rapport à cet affaiblissement, cette honte qui était devenue ce qu'était la Russie à la fin de la dislocation, le début du monde post-soviétique, c'est quelque chose qui va évidemment plaire à sa population. Il sent bien que le fait de retourner la situation et de dire, et beaucoup de Russes se sentent comme ça, de dire qu'effectivement, eux sont en train de faire une opération militaire spéciale spécifique qu'ils voudraient véritablement limiter à l'Ukraine, mais que en retour, l'Occident est en train de faire une guerre ou de vouloir faire une guerre à la Russie, c'est quelque chose qui fonctionne. Souviens-toi quand même, Pascal, il n'y a pas si longtemps, pendant les décennies soviétiques, c'était le même propagande, dans un contexte différent, qui était celui de la citadelle assiégée. Donc finalement, c'est les vieilles ficelles qui continuent à fonctionner. Mais tout ça, si on résume, c'est uniquement dans un seul but, c'est le patriotisme russe. Le patriotisme grand russe, ça fonctionne. Et je dirais même ça fonctionne doublement, parce que ça fonctionne chez tous les interlocuteurs que j'ai eus, et je leur donne la parole en long et en large dans ce livre. Donc les pro-russes et pro-Poutine, mais également les anti-russes et les anti-Poutine, qui sont en minorité en Russie, mais qui existent quand même, et à qui j'ai parlé. Eh bien, même eux sont patriotes. Même eux sont patriotes. C'est-à-dire que même eux, quand je leur demande, mais au final, vous êtes contre cette guerre, vous êtes contre Vladimir Poutine, donc est-ce que vous souhaitez une victoire de l'Ukraine? Eh bien, ils ont peine à l'envisager. Ils n'arrivent pas à ceux qui sont anti-guerre et anti-Poutine. C'est-à-dire qu'ils sont tellement patriotes que ça leur semble insupportable et inconcevable qu'on puisse dire a posteriori que la Russie a perdu cette guerre. Passons du côté ukrainien, où tu t'es aussi beaucoup investi. Tu cites un de tes interlocuteurs qui dit que les Ukrainiens sont en fait choqués par la surprise des Occidentaux, parce que du côté occidental, on commence à dire on fait beaucoup pour l'Ukraine. Les Ukrainiens sont choqués qu'on puisse être étonnés des demandes ukrainiennes. Oui, parce que ce que je pense, Pascal, en sillonnant tous ces pays, une fois de plus, je suis ravie sur des plateaux de télévision et ailleurs de commenter les déclarations des uns et des autres, mais je reste une obsédée du terrain réel, parce que je m'en nourris pour ma réflexion, et je ne prétends pas être à la place de ceux qui décident. Et ce qui m'importe, c'est quand même ceux qui sont en première ligne, qui la subissent, cette guerre. Or, je le dis et je le répète, nous, en France, ne subissons pas cette guerre, n'en subissons pas les conséquences telles que les Ukrainiens la subissent, et même telles que les Russes la subissent. Eh bien, il y a donc une espèce d'ignorance mutuelle énorme, gigantesque. En fait, plus je fais du terrain, plus je m'en rends compte, entre
nous et eux. C'est-à-dire que, bien évidemment, avant l'invasion par la Russie de l'Ukraine, nous ne connaissions pas, nous, en France, les Ukrainiens. À peine. On connaît déjà si peu les Russes, mais encore moins les Ukrainiens. Mais les Ukrainiens, c'est la même chose envers nous. Et ils ont été déçus. Bien sûr, ils ont été déçus. Mais de la même façon, je me souviens que quand je couvrais la guerre en Tchétchénie, donc les années 99, 2000, 2001, donc ce petit territoire, cette petite république à l'intérieur de la Fédération de Russie, la Tchétchénie, qui voulait faire sécession. Et il y a donc eu une guerre entre l'armée fédérale russe, la même qui aujourd'hui a envahi l'Ukraine, et les indépendantistes tchétchènes. Elle a été perdue par les indépendantistes tchétchènes, puisque nous sommes en 2024, ils sont toujours à l'intérieur de la Fédération de Russie. Mais les Tchétchènes me disaient la même chose. Ils me disaient, mais pourquoi vous ne nous aidez pas? Pourquoi vous ne vous intéressez pas à notre sort? Et aujourd'hui, et je l'ai écrit dans ce livre, La haine et le déni, j'ai écrit un chapitre sur la Tchétchénie d'aujourd'hui où je suis retournée. Parce que justement, les Tchétchènes d'aujourd'hui ajoutent à ce qu'ils me disent, bien voyez, on avait raison de dire que vous ne vous intéressiez pas à nous, et aujourd'hui, vous vous intéressez davantage aux Ukrainiens, vous prêtez davantage attention aux Ukrainiens, vous aidez les Ukrainiens en leur livrant des armes, des munitions, etc., en parlant d'eux dans vos médias, alors que vous ne vous êtes pas assez intéressés à nous. Pourquoi? Et là, ils ajoutent, ils ont la réponse, ils disent parce que nous sommes musulmans. Mais que c'était aussi le territoire russe. Exactement. Il y a une autre différence, c'est que c'était le territoire russe. Tu expliques aussi une différence entre Russes et Ukrainiens. Quand un dirigeant ukrainien fait quelque chose que les gens n'aiment pas, ils se révoltent. Et tu écris que les Russes et les Biélorusses, plutôt, ils subissent quand ils sont en désaccord. Absolument, tu as raison de le souligner. C'est une différence essentielle. Et c'est justement, d'abord, c'est justement une des raisons principales pour laquelle le sommet de l'État russe, finalement, ne veut pas, ne considère pas l'Ukraine, à tort bien sûr, c'est-à-dire que l'Ukraine a pris ce chemin, qui est un chemin démocratique, qui est un chemin qui est inédit en Russie, absolument inédit. C'est-à-dire que, et ça beaucoup de Russes me l'ont dit, qui réfléchissent sur cette guerre, qui ont honte de ne pas se trouver dans une société qui est capable justement de cela, de cette réflexion-là et de cette réaction démocratique par elle-même, de la base, vis-à-vis de son pouvoir, alors qu'en Ukraine, la société ukrainienne en est capable. Il y a toujours eu une concurrence entre les Russes et les Ukrainiens. Il y a toujours eu des problèmes de considération entre Russes et Ukrainiens. Pendant l'URSS, combien d'Ukrainiens se sentaient mal considérés quand ils allaient na zarabotke, comme on dit en russe, c'est-à-dire faire de l'argent en Russie. Bon, ça, c'est plus du tout le cas. Même dans la fin du régime soviétique, c'était plus le cas. Mais il ne faut jamais sous-estimer l'importance des relations finalement humaines, même en géopolitique. Et la question du ressentiment, elle est énorme. Et aujourd'hui, il y a du ressentiment russe envers les Ukrainiens, parce qu'ils voient bien que la société ukrainienne est plus horizontale, et plus moderne, et plus capable, davantage capable de s'exprimer que la société russe qui est muselée et qui s'en contente, entre guillemets. Et il y a du ressentiment ukrainien envers les Russes, bien évidemment, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Donc, ces deux peuples que l'on eût pu croire frères ne le sont absolument plus du tout aujourd'hui. Ça, c'est clair. Il n'y a plus que de la haine d'un côté et du déni de l'autre. Ouais. Alors, quels sont les scénarios d'évolution de ce conflit? Tu parles d'un éventuel conflit gelé. Il y a des ambitions ukrainiennes de récupérer tous les territoires perdus, y compris depuis 2014, à savoir la Crimée. Militairement, quand même, ça paraît très compliqué. Bien, écoute, Pascal, il y a les ambitions et il y a la réalité, d'un côté comme de l'autre. Et pour le moment, les ambitions russes comme ukrainiennes se heurtent à la réalité qui est que sur le terrain, rien n'avance. C'est-à-dire que nous avons un front de 1200 km, qui est quand même énorme, bloqué depuis plusieurs mois. Nous sommes donc dans une guerre d'attrition. Et aujourd'hui, est bien malin celui qui dira comment cela va se terminer. Mais pour le moment, bien sûr, on a d'un côté un pays, la Russie, qui a peut-être un éventuel avantage, quoique qui est simplement celui d'avoir... C'est celui qui a envahi. Donc c'est celui qui a quand même prévu
d'envahir, même si tout le monde était surpris et personne n'était au courant. Donc l'économie russe était davantage apte à devenir une économie de guerre. Et depuis le début de cette invasion, elle l'est pratiquement en économie de guerre. Et puis elle s'y prête davantage avec justement les scories de l'économie soviétique, etc. Alors que du côté ukrainien, on est bien sûr dans la surprise, on est victime de cette guerre et donc on demande de l'aide, ce qui est absolument normal. Et là commence la rhétorique qui nous mène jusqu'à aujourd'hui de nos dirigeants occidentaux, Emmanuel Macron le premier, qui ne sont pas très clairs, parce qu'au final, ce que nous demandent les Ukrainiens, c'est justement de l'être clair. Soit nous aidons à fond et nous permettons aux Ukrainiens de gagner cette guerre, et donc, soit nous n'aidons pas soldats, à fond. alors Nous n'aidons pas à fond ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire nous n'envoyons pas autant d'armes et de munitions que le président Zelensky le voudrait, et la guerre continue. Alors, il y a ensuite cette autre question, bien sûr, tu as raison, de l'envoi éventuel de soldats, de troupes combattantes au sol, parce que c'est bien ça la différence. La vraie, ce qui ferait la différence, ce serait des troupes combattantes. C'est pas des démineurs, etc. Ça, ils sont sans doute déjà sur le terrain. Tout le monde sait qu'il y a une guerre ouverte et une guerre fermée. Les services divers et variés sont sûrs. Et je dirais c'est de bonne guerre, et les Russes le savent, et tout le monde le sait. Bon, et ça n'est pas pour ça que la guerre est gagnée, d'un côté comme de l'autre. Donc, ce qui ferait éventuellement la différence, ce serait l'envoi de troupes combattantes. Mais pour ce faire, il faudrait quand même que nos opinions publiques l'acceptent. Or, ça n'est pas du tout le cas. Il n'y a aucun débat là-dessus. Il n'y a même, je dirais même pire que l'absence de débat, il y a des commentaires à l'infini supputatifs sur ce qu'a voulu dire le président Macron ou ce qu'il n'a pas voulu dire. Alors que si on résume sans doute les propos d'Emmanuel Macron, c'était de la pure ambiguïté stratégique pour dire à son homologue russe que la France restait et reste un pays doté, finalement, de la même façon que l'est la Russie. Puisque comme les Russes, et ça, on l'entend beaucoup quand on va faire du terrain en Russie, les Russes ne comprennent pas pourquoi ils ne gagnent pas la guerre, alors que, justement, leur pays possède l'arme nucléaire. Et donc, on a beaucoup de discours en Russie de gens qui disent « Vladimir Poutine n'y va pas assez fort ». Beaucoup de Russes disent ça. Donc, Vladimir Poutine, et ça, il le sait, Poutine, apparaît comme quelqu'un de modéré en son propre pays. Je te rappelle que nous avons en Russie tout un courant qui sont les milli-blogueurs, les Z-patriotes, qui eux tiennent le haut du pavé sur les chaînes Telegram, etc. Et c'est ça qui est considéré comme la liberté de l'expression en Russie, et qui voudraient que Vladimir Poutine aille plus loin. Donc ça, Vladimir Poutine le sait, il apparaît aux yeux de sa propre population comme un modéré. C'est donc l'inverse de ce qu'il apparaît chez nous. Donc là, il y a encore un fossé, une dichotomie qu'il faudrait Mais tu penses prendre en compte. qu'une négociation serait possible ? Aujourd'hui ? Oui. Aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, il n'est pas concevable, ni dans l'état d'esprit des uns, des Russes, ni dans l'état d'esprit des autres, des Ukrainiens, d'avoir la moindre négociation. Une négociation pourra être concevable quand l'un ou l'autre considérera qu'il n'a plus rien à perdre, qu'il peut... Ou plus rien à gagner. Ou plus rien à gagner. C'est-à-dire qu'il peut effectivement, en négociant, obtenir quelque chose et arrêter les dégâts. Aujourd'hui, d'un côté comme de l'autre, personne ne veut cesser cette guerre. Personne. Or, c'est quand même sur le terrain... Malgré les difficultés de mobilisation des Ukrainiens qui sont moins nombreux. Mais la mobilisation, Pascal, c'est le nerf de la guerre dans toutes les guerres. Cette guerre-là ne fait pas exception. Et nous avons, côté russe comme côté ukrainien, des problèmes de mobilisation qui ne sont pas les mêmes parce que ce n'est pas la même population et il n'y a pas la même motivation pour aller faire la guerre. En Russie, il y a des problèmes de mobilisation. Sinon, Vladimir Poutine aurait déjà, bien sûr, déclaré publiquement une seconde vague de mobilisation. On voit bien que Vladimir Poutine fait tous les efforts qu'il peut pour ne pas la déclarer, cette seconde vague de mobilisation, parce qu'il sait que ce serait une mesure impopulaire. Je rappelle quand même que Vladimir Poutine, depuis le début de la guerre, a manqué de discernement
au moins à 2 reprises, je dirais publiquement, c'est-à-dire au moment de la mutinerie ratée de Prigojine, donc à l'été 2023, et là, au moment, à partir du 22 mars dernier, au moment de cet attentat terroriste dont il estime que c'est la voie ukrainienne, la responsabilité ukrainienne, alors que ça a été revendiqué par l'État islamique du Khorasan, et ça montre quand même que, et d'une, pour la population russe, et la population russe lit cet attentat à la guerre, parce que la guerre est dans tous les esprits, et de deux, ça veut quand même dire que l'islamisme est un problème en Russie et qu'il n'a pas du tout été éradiqué. Et du côté ukrainien, on a un problème de mobilisation, bien sûr, parce que il y a énormément d'Ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine en âge de combattre, et que Volodymyr Zelensky et le chef d'état-major voudraient récupérer. C'est pour cela qu'il y a une loi qui a été votée, qu'il y en a encore une autre en cours de développement pour pouvoir essayer de faire revenir ces personnes et de faire en sorte qu'il y ait des hommes. On ne peut pas rêver une guerre sans des hommes pour la faire. C'est une lubie, ça n'existe pas. C'est faux. On est encore dans un monde où pour faire la guerre, il faut des hommes. Et à la guerre, on meurt. Merci Anne Niva. Je renvoie à la lecture de ton livre, La haine et le déni, avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre. C'est chez Flammarion. C'est absolument passionnant. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à l'envoyer à vos proches. Et à bientôt. À bientôt, Pascal.